Alors, Erev Tov à tout le monde, bonsoir. Voilà, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Et donc, on va essayer de développer un peu les sujets qui nous sont proches. Bon, un certain temps, je vous ai fait les Rosh Shabbat, que l'on continue comme ça, de manière récurrente. Et de temps en temps, donc, comme on a l'habitude, on a fait d'autres halachot, on a fait Shemitah, il y a eu beaucoup de questions sur Shemitah. Et puis cette semaine, j'ai eu beaucoup de questions d'une personne, d'une fidèle du Shiur, sur la malacha de lâche, qui veut dire pétrir, et puis sur la malacha de tochen aussi, d'écraser avec un chinouille. Donc, je vais diriger donc ce Shiur de ce soir vers une malacha qu'on a faite déjà, mais bon, Bet Midrash Belo Chidouche, il y a toujours des Chidushim, il y a des nouveaux élèves, et puis on perfectionne un petit peu les détails. Donc, on va reprendre un petit peu cette malacha, mais avant, comme d'habitude, je voulais vous dire un petit mot, un mot de chizouk sur la paracha. On passe des grandes parachiotes, Lech Lecha, Vayera, Ezra et Sarah. Et vous savez que la paracha de la semaine dernière finissait par un événement que l'on mentionne ô combien souvent, à Rosh Hashanah, au fait, tous les jours avant la Tfila, on rappelle dans la paracha de Akedat Yitzhak. Elle fait partie vraiment de nos mérites, que Abraham Avinu était prêt à sacrifier son fils. Tout le monde comprend que c'est combien important, combien valeureux, que par amour pour Dieu, par bitoul pour Dieu, il écoute Hachem, Omer Hineni, et il est prêt à sacrifier son fils. Et son fils Yitzhak était bien au courant, il a bien compris que Hachem avait demandé cela, et il accepte de se faire ligoter, il accepte de partir, il accepte de prendre dans le cœur un ma'achelet, un grand couteau, par bitoul pour Hachem. Hachem demande, on le fait. C'est bien connu, Akedat Yitzhak, donc, et tout le srout que l'on en tire. Combien de fois on répète ça à Hachem, que si nos aïeux, les premiers des Avot, Abraham et Yitzhak, étaient prêts à un acte tellement haut, qui dépasse tellement la logique humaine, comme vous savez, que Hachem demande à Abraham de sacrifier son fils, que bon, et qui était prêt à le faire, c'était extraordinairement valeureux. Une ou deux questions sur cette Akedat Yitzhak. Dans le Tanya, il rapporte, dans les Higrot, il rapporte, bon, mais il y a beaucoup de Gdoshim qui, après Abraham Avinu, ont donné leur vie de leurs enfants. Vous connaissez cette chose-là. Donc pourquoi on fait toujours référence à Abraham? Certains disent parce que c'est celui qui a été poter le Tinor, il a ouvert le tuyau de Messirut Nefesh. Une fois qu'on a un exemple, alors on suit l'exemple, connu. Mais au-delà de ça, on voit quelque chose de particulier dans Abraham. Certes, les aïeux, beaucoup d'autres sont venus après, étaient prêts à donner leur vie. Mais il y a quelque chose de particulier dans le sacrifice, la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. C'est que si on examine bien les événements qui se sont passés, ils sont Omer Darshini, demandent vraiment quelque chose une réflexion particulière. Pourquoi c'est quelque chose de particulier? Encore une fois, je laisse le côté sentimental, Midot. Un père qui sacrifie son fils, c'est tellement au-delà de notre entendement, de nos régachim, de ce que l'on ressent. Mais il faut comprendre la particularité qu'il y a dans la Akedat Yitzhak, à tel point que Rashi apporte un midrash, il dit Hachem, il est mitranen, Hachem, il supplie en quelque sorte Abraham, il dit je te demande d'être honnête dans ce Nisayon, de surmonter cette épreuve. Pourquoi? Parce que si tu ne la surmontes pas, on dira que les 9 premiers, et parmi lesquels, 9 premiers Nissionot, parmi lesquels Ur-Kasdim, qui a été jeté dans la fournaise ardente, il était prêt à le faire, En ba'em mamash, nous dit Rachid. Elles n'ont pas de mamash, elles n'ont pas de consistance, de valeur. Comme extrêmement étonnant. Il a diffusé la Elokut, il est allé dans un pays qui était dans un état de famine extraordinaire. Et puis le sommet de tout ça, il a été jeté dans la fournaise ardente. Et tout cela, nous dit le Midrash rapporté par Rashi, tout cela
nous dit que si Abraham n'était pas prêt à surmonter la dernière des épreuves, les premières n'auraient eu aucune valeur. Pourquoi? Ce qu'il y a dans les premières n'a aucune valeur. Dire que, ok, il n'a pas été jusqu'au bout, mais enfin, il a réussi à surmonter 9 épreuves extrêmement difficiles et surtout donner sa vie. C'est la chose de donner sa vie. Il a tourné sa dent, il y a eu un miracle, et puis finalement, il en est sorti indemne. Mais bon, dire que ce n'était rien sans laquelle à distraire, c'est difficile. Alors, je voulais vous dire ce mot parce que c'est un mot que je ne vous cache pas que ça fait de très nombreuses années que j'ai été interpellé par cela, pour la raison suivante. Vous savez, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, dans toutes les générations, et à Philo et Tsela et Neuilly, même chez les non-juifs, qui ont donné leur vie pour leur idéal. Même, j'ai envie de dire, les chrétiens, il y en a beaucoup qui ont donné leur vie, qui sont allés en Afrique pour convertir leur religion, et beaucoup sont morts. Donc, vous voyez que ce concept de mourir pour ses idées, c'est un concept connu. Pendant la guerre en Espagne, en 1936, je savais bien, il y a des grands personnages qui sont allés faire la guerre. Pour ne pas le citer, André Malraux était allé faire la guerre. Beaucoup sont allés, beaucoup sont morts. Pour la démocratie, pour leurs idées, pour l'humanisme. Par humanisme, l'humanisme, c'est tout. Il faut aider son prochain. Et il y en a qui donnent leur vie. Jusqu'à de nos jours, il y en a qui donnent leur vie. Certaines armées vont dans des pays totalitaires pour sauver d'autres personnes. Alors ça nous dit le Midrash la chose suivante. Comment se fait-il qu'ils donnent leur vie? Eh bien, tout simplement parce que donner sa vie pour accomplir son idéal, finalement, c'est se réaliser soi-même. Je donne la vie, je travaille toute ma vie pour diffuser la Elokout dans le monde. Comme jette dans la fournaise ardente, eh bien, il y aura un kiddush Hashem, et au contraire, les gens diront, pour diffuser la Elokout de Hashem Echad ou Shmo Echad, Abraham, il donne sa vie. Ça veut dire que donner sa vie, c'est vrai que c'est un effort fabuleux, on tient à la vie. Mais finalement, ça va tout à fait dans le sens de ma vie à moi. Toute ma vie, je travaille pour ça. Si maintenant je dois donner ma vie, mon existence, je suis logique avec moi-même. Je préfère rester en vie, bien sûr, mais je suis logique avec moi-même. C'est très bien que jusqu'à de nos jours, beaucoup de personnes se font exploser pour leur idéal. Oh, et c'est idéal. Mais ils se font exploser, ils sont prêts, ils ont une idée en tête, et puis voilà, ils vont se faire exploser. Mais encore une fois, c'est se faire exploser et accomplir la vie que je vis maintenant. C'est une nourriture pour moi, c'est bien, je me sens bien comme ça. Bien sûr, c'est mieux de rester en vie, mais je me sens bien comme ça, donner mon vie pour mon idéal. Et encore une fois, le mot, je me réalise, je m'accomplis. Là, alors ça, vraiment, je veux donc que tout le monde comprenne ce moussak, c'est philosophique, mais là, Hachem demande à Abraham, tout ce que tu as fait, les 9 premiers, pourquoi? Parce qu'on peut dire que tu l'as fait pourquoi? Parce que tu réalises ton idéal. Tu as compris qu'il y a un Hachem Echad, certains à 4 ans, certains à plus de 40 ans. Tu as compris qu'il y a Dieu dans ce monde, donc tu vas au bout de ton idéal. Mais est-ce que tu es prêt d'avoir un bitoul, d'avoir une annulation totale de ton être, de ton ego, complètement totale, même si les gens vont dire, mais ce monsieur, il dit le contraire de tout ce qu'il a prêché toute sa vie. Et c'est ce que Dieu lui demande. Tue ton fils, c'est un acte cruel. C'est exactement le contraire de ce qu'il a prêché. C'est comme Sodome. Encore pire que Sodome. Vous voyez? C'est ça qu'il a demandé. Est-ce que tu es prêt à montrer au monde? Est-ce que tu es prêt à montrer que tu es tellement attaché à Dieu que tu es prêt à remettre en question tout ton idéal? Je vais vous provoquer certains, c'est vrai. Je t'en parlais Shabbat, certains. Imaginez qu'un shliach, il donne toute sa vie pour la shlichut que le rabbi lui demande. Tout à coup, le rabbi dit, tout ce que je te demande jusqu'à présent, c'est blabla, c'est des blagues. Laisse tomber, dis à tous les gens, à Téméco Ravim, rentre chez eux. Tout ce que je vous ai dit, c'est des blagues. Voilà, maintenant, je suis cruel, je ne donne rien à personne, j'invite jamais personne à regarder. Imaginez une chose comme ça. Je ne vois pas un shliach qui arrivera à le faire. Je ne vois pas. Pas possible. Remettre en question tout ce que je pense, toute mon éducation, tout mon idéal, tout ce que j'ai appelé le bien, tout ce que j'ai appelé le bien, c'est le contraire. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham Avinu. Ataya dati. Maintenant que tu es prêt à le faire,
je sais que tout ce que tu as fait avant, ce n'est pas seulement pour te réaliser, c'est peut-être aussi pour te réaliser, mais essentiellement, tu l'as fait par Bitoul Hachem, par Ahavat Hachem. Ce qui me demande, je le fais. Ce n'est pas que j'ai un idéal et j'ai envie de vous dire, je kiffe mon idéal. Non, je le fais parce que Hachem me le demande. Et c'est ça que Dieu lui a dit. Sinon, ils vont dire qu'il y a un beau mamage. Ce que tu as fait avant, c'est d'aller dans le sens du poil, de ton poil. Tu es bien comme ça. Tu te réalises comme ça. Même quelqu'un qui fait constamment du chesed, ben tu kiffes le chesed, tu donnes des paquets à Pessah, tu aimes ça. Mais le jour où je te dirais qu'il est interdit d'apporter un paquet de Pessah à quelqu'un qu'on a besoin et que tu amènes, c'est pas bien, wow, c'est pas possible, je ne peux pas accepter une chose comme ça. Et Abraham Avinu, il l'a fait. Et maintenant, il a vraiment montré que tout ce qu'il a fait avant, c'est par amour pour Dieu et pas par intérêt. Je ne veux pas dire intérêt, parce que faire le bien, on n'a toujours un intérêt, mais ce n'est pas pour réaliser sa personnalité. Et là, c'est un enseignement fabuleux pour nous. Ça, il faut bien savoir qu'on veut tous se réaliser. Le Rabbi nous a dit, il nous a mis dans la bonne direction. On sait qu'est-ce qu'il faut faire du chesed. Dans tous les pays du monde, maintenant, il y a des shluchim. On peut être shliach chez soi. On invite quelqu'un chez soi avec le sourire. On lui montre qu'il est bien chez nous. On est bien comme cela. On le sent. Le cœur nous l'en dit. Mais il faut être prêt à aller jusqu'au bout, même si on doit faire le contraire de ce qu'on a toujours fait. Si Dieu le demande, on le fait. Ça veut dire même, c'est un travail qu'on doit faire sur soi-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un travail sur soi-même, que tout ce que l'on fait, ce n'est pas parce que ça nous donne du plaisir. Ça nous donne du plaisir, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. On se réalise, on s'épanouit, on est souriant grâce à ça. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce qu'Hachem, il a décidé. Il y a une décision. Nit avec Dieu, il a voulu. On ne sait pas du tout pourquoi. Certains disent qu'ils comprennent. Nit avec. Sur une tava, on ne pose pas de questions. Vous avez dit Admor Azaken. On sait qu'Hachem, il a voulu faire un monde où on est tellement microscopiquement petit, minuscule, et il a un plaisir avec ça. On ne comprend pas. Il le veut, on fait ce qu'il demande. Quoi que ça coûte. Dans le monde, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des intelligents, des moins intelligents, des gens qui souffrent, il y en a qui souffrent moins. C'est comme ça. Dans le monde, dans les paramètres que Dieu nous a donnés. Comme il nous a donné, on doit travailler. Le Icar, à quoi je pense, l'essentiel de mon problème, est-ce que je fais le Ratzon Hashem? Après, Mistama, il y aura très certainement un épanouissement. Parce que si on sait qu'on est dans le bon chemin, alors mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche la volonté d'Hachem. Et ça, bon, Hachem, ce concept-là, maintenant, il est en nous, il est génétique. Grâce à Abraham, grâce à Yitzhak, ils ont transmis ça à Yaakov, les enfants de Yaakov, eh bien, nous avons ça génétiquement. Cette puissance, cette force, cet impact de pouvoir faire parce que Dieu le demande et pas pour une autre raison. Et encore une fois, je répète que de toute façon, l'épanouissement, on l'aura. Et Fum Tsahara Agra, la récompense, c'est selon l'investissement. Donc, on l'aura, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Pas ça qu'on cherche. Il faut quand même nous rappeler, parce qu'on n'a pas le niveau de faire comme Abraham est venu. De toute façon, c'est le bien. De toute façon, on va s'épanouir, mais ce n'est pas ça qu'on recherche. Voilà le point que je voulais vous dire. C'est un point, chaque année, d'année en année, vous trouverez la sikha du Rabbi qui développe ce thème dans le Chelet Chaf, c'est la 3e sikha de Tayera, et il faut la faire et la refaire. Il développe longuement ce thème de cette force héritée des Havot de pouvoir donner sa vie, je veux dire, pour rien. Le rien, c'est Hachem, quelles que soient les conséquences pour nous. Alors, reprenons ce que nous avions eu l'occasion d'étudier il y a, je pense, ça fait longtemps déjà, dans la melacha de Tochen, moudre, très brièvement pour cela, et la melacha de lâche, qui veut dire pétrir. Alors, plusieurs questions m'ont été soumises. Là, je vais vous dire un certain nombre de questions qui m'ont été soumises. Effectivement, on peut être amené à faire certaines choses que quelquefois on ne sait pas trop comment agir. Alors je vous donne les questions qui m'ont été soumises. Peut-on mettre de la mayonnaise dans des légumes qui étaient coupés en petits morceaux auparavant, ajouter de la mayonnaise? Est-ce qu'il y a un problème de pétrir?
Est-ce qu'on peut ajouter de l'eau sur du biscuit, sachant que le biscuit va un petit peu fondre comme ça? Est-ce qu'on fait une pâte? Est-ce qu'on peut mettre un liquide dans des petits solides, hein, des cornflakes, des petits comme ça? J'ajoute un liquide, sachant que bon, ça va faire un petit gouche, ça va faire une petite pâte comme ça. Est-ce qu'il y a un problème de pétrir ou non? Prendre des flocons de céréales pour épaissir un peu le lait pour bébé. Est-ce que c'est permis? Vous voyez, je vous lance ces questions comme ça, et puis on va faire un petit exposé sur cela. Ensuite, peut-on écraser un avocat, par exemple, avec les dents de la fourchette? Ou a-t-on la permission seulement avec un chinouille, avec le manche de la fourchette ou de la cuillère? Pas le dos, le manche, que l'on attrape lorsqu'on utilise. Peut-on mettre des soubines, des fibres, des soubines dans un yaourt? Ou bien dans du levain? Le levain, cette espèce de lait, lait coagulé comme ça, du lait tourné, quand on enlève l'eau, et ça fait un très bon produit qui ressemble, qui est entre le lait et le yaourt. Peut-on y ajouter donc des fibres comme ça? Les enfants, ils aiment ça. Peut-on prendre du fromage blanc et ajouter du lait ou du chocolat en poudre et puis mélanger tout ça? Est-ce qu'on dit que ça fait une pâte? C'est comme lâche. Ça serait fort quand même. On ne pourrait donc pas sucrer de manière habituelle du fromage blanc, par exemple, ou un yaourt. Ensuite, une autre question. J'ai du fromage blanc, donc c'est quelque chose qui est déjà pétri, hein, c'est déjà fait. De l'autre côté, j'ai la confiture comme ça un petit peu épaisse, une espèce de pâte comme ça. Est-ce que j'aurai le droit de mélanger ces deux pâtes, donc la confiture, hein, la riba, avec le fromage blanc et mélanger? Donc mon fromage blanc sera coloré et sucré avec la confiture. Certains, même avec du beurre de cacahuète, hein, du peanut butter mélangé avec yaourt, ils mélangent tout ça. Donc ça fait deux pâtes, ça fait une troisième pâte. Est-ce que c'est permis cette chose-là? Puis les questions aussi traditionnelles, faire de la purée instantanée. Hein, on ajoute de l'eau à de la purée en flocons, et puis on mélange un petit peu, ça l'épaissit, ça fait une purée. Encore une question, et on passe donc au principe, hein, une question. Certains ont l'habitude de prendre du café, Nescafé, ils ajoutent un peu de beurre ou un peu de lait, un liquide quelconque, et ils mélangent dans un verre, et ça fait comme une pâte, comme une crème, hein, comme la crème Nutella, vous voyez, ces crèmes-là. Et une fois que c'est fait, ils ajoutent de l'eau chaude. Ça fait une espèce de café comme ça, avec un petit peu de mousse. Ça fait comme un espresso. On a pétri auparavant. Est-ce que c'est permis de faire cette chose-là? On a toutes les questions qui se posent et qui arrivent très souvent pendant Shabbat. Et aussi une dernière, c'est on fait de la daïsa, on fait une espèce de bouillon épais et qui se fait comme ça, comme de la pomme de terre, comme de la purée mousseline. On ajoute un peu d'eau et puis ça fait une espèce de bouillon épais, quoi. C'est comme une soupe qui est entre le vrai bouillon et la soupe de légumes. Vous voyez, c'est intermédiaire entre les deux. Voilà, donc toutes les questions pratiques, on peut arriver Shabbat. Alors, pour répondre à ces questions, je vais donc faire un petit exposé sur la mlacha de l'âche, donc pétrir. Dans le Mishkan, on pétrissait, essentiellement, pour le rov des Rishonim, ce n'est pas parce qu'on faisait du pain, les pains de proposition, c'est parce qu'on faisait des samamanim pour colorer les pots. Donc, on mélangeait des produits comme ça avec un liquide et on pétrissait, ça faisait comme ça avait une espèce de pâte comme ça qu'on mettait ensuite dans l'eau, et puis l'eau devenait extrêmement colorée, dans lesquelles on trempait les pots ou les rideaux, les tentures, pour les peindre, hein, pour faire tzover. Et tout ça, décorer le Mishkan. Alors nos sages font une distinction entre, il y a les thèmes techniques,
Bilila Ava et Bilila Raka. Et puis, tout à fait liquide aussi, hein, Tsaloul. Si on fait une pâte Belila Ava, c'est-à-dire un pétrissage épais, comme une pâte, on fait du pain, des gâteaux, on fait une pâte épaisse. Alors là, faire une telle pâte pendant Shabbat, c'est Asur Minatora. C'est vraiment ce qu'on appelle la louche. Pétrir. Asur Minatora. Si on fait une Belila Raka, je ne vais pas dire liquide, je vais dire fluide, c'est-à-dire entre liquide et solide, c'est Asur Midera Banane seulement. Et si on fait un mélange qui est complètement liquide, c'est permis le khatrila. Déjà, ça me permet de liquider un certain nombre de cas, faire du café, mettez du café ou mélangez du café avec de l'eau, ou bien du chocolat en poudre avec de l'eau. Je ne parle pas de bichoul, hein, ça avait déjà réglé le problème de bichoul, on va dire dans Kedish Lishi, il n'y a pas de problème de cuir. Eh bien, le résultat est complètement liquide, il n'y a aucun problème de pétrir. Aucun. Pourquoi? Parce que pétrir, c'est obtenir une pâte. Épaisse, pas épaisse, mais une pâte. Un liquide, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quand même déjà rassurant. Si le résultat obtenu, c'est un liquide, c'est permis. Première chose. Maintenant, si on veut obtenir dans certains cas, je vais vous donner un exemple. Vous allez faire un mélange du thon que vous avez écrasé auparavant. Je vous rappelle, petit rappel en passant, que le thon, on peut l'écraser sans précaution. Pourquoi? Parce que le thon n'est pas guidoulé carca, n'est pas un végétal qui pousse dans la terre, comme les œufs, comme la viande, comme le fromage. Tout cela, on a le droit de l'écraser avec les dents de la fourchette sans aucun chili. C'est bien de le savoir. Maintenant, je vais faire du thon mayonnaise. Je vais mélanger la mayonnaise, je vais faire une pâte. Et, premier exemple. Il y a beaucoup d'autres cas qu'on peut être amené à faire. Hein. Je prends des céréales, des petits morceaux de céréales, ou bien un légume qui a été coupé en tout petits morceaux, on va dire Erev Shabbat, pour ne pas parler de tochen, de broyer, hein, de moudre. Rajouter un liquide pour faire une pâte. Voilà quelques exemples. Ou bien des œufs mimosa, des œufs qu'on a écrasés, ça on a le droit de le faire, c'est pas guidou les carcans. Je voudrais mélanger maintenant avec une sauce quelconque, avec de la mayonnaise et tout, pour faire une pâte. Oui, il faut chercher à l'envie, vous pouvez chercher dans tous les exemples quotidiens. Eh bien, il faut savoir la chose suivante, que si le résultat que nous allons obtenir, il est épais, Belila Ava, a priori, nous interdisons la rencontre entre le liquide et le solide. Pour faire un pétrissage, il faut un solide et un liquide. Le mélange des deux fait une pâte, hein, comme la pâte à pain, la pâte à gâteau. Déjà, le mélange entre les deux est problématique. Ça voudrait dire, prenons un exemple, vous avez écrasé une banane de manière permise, vous voulez mélanger la banane avec du jus d'orange, très bon pour la santé, pour les enfants. Le fait de faire rencontrer les deux éléments déjà, c'est problématique. Vous voyez? La rencontre, je ne parle pas la tarovet pifnasma, le mélange en soi. Je parle de la rencontre entre liquide solide. Eh bien, la rencontre entre liquide solide, a priori, est interdite. En fait, pour ne rien vous cacher, c'est une discussion dans les Tanaïm, Rabbi aussi de Rabbi Houda et Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Akadosh est interdit. Et les khatrila, a priori, on tient comme c'est chita et on ne fait pas le mélange entre liquide et le solide. Cependant, alors je vais vous le dire tout de suite, Béchat Adachak, en cas de besoin, comme pour les besoins d'un enfant, ou bien on va dire, on a besoin de préparer un kidouche dans l'urgence, on n'a pas tout préparé, Béchat Adachak, on peut être mekil, permettre, comme
la chita du Rov des Rishonim, qui sont poskim comme les Tanaïm, qui permettent la rencontre entre des liquides et de solides. Donc, a priori, on évite, mais en cas de besoin, on a le droit de le faire. Donc, tous les exemples que je viens de vous rapporter, l'huile dans le thon, la mayonnaise, tous ces exemples-là, en cas de besoin, pour les besoins d'un kiddush, d'une mitzvah, pour les besoins d'un enfant, yesh makom lehakel, on peut permettre. Ensuite, il faut arriver à faire le mélange proprement dit, la vraie ta'arovette, pour obtenir une pâte. Et bien cela, sachez que ce n'est permis qu'avec un chinouille. Le chinouille le plus fort, le plus recommandé, c'est de faire ce qu'on appelle shtiv ha'erev. Ça veut dire, vous prenez une cuillère, une fourchette, vous la descendez de haut en bas, voilà, j'ai mon ustensile ici, de haut en bas, droite à gauche, haut en bas, droite à gauche. Je mélange comme ça. On peut mélanger, je vous dis, doucement avec le doigt. On peut faire tourner, quand c'est possible, souvent ce n'est pas possible, le kéli comme ça sur lui-même. Mais le meilleur chinouille pour mélanger solide liquide, c'est shtiv ha'erev. Et le but du jeu, si j'ose dire, c'est que le résultat n'est pas très, très homogène. C'est pour ça que les chachamim permettent. C'est très curieux que les chachamim permettent quelque chose qui sera assourd minatora, vous voyez. Donc c'est comme un chinouille, c'est midera banane, et là, chachamim, ils ont permis. Voilà, donc, ça veut dire, pour ce que je suis en train de vous dire, prenons maintenant des exemples. On commence à répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées au début. Ton mayonnaise, œuf mayonnaise, tous les exemples, les chatilim, les courgettes écrasées comme ça, vous les mélangez avec de l'huile, etc. Faire une espèce de salade comme ça, de courgettes cuites, et puis elles sont en tout petits morceaux. Vous allez faire comme ça la courgette écrasée, mélangée, de telle sorte qu'on va faire des petits toasts et mettre sur des petits morceaux de pain, par exemple. Eh bien, lorsque vous allez faire le mélange, ça ne va pas être facile, mais c'est possible. Vous faites le mélange. Donc, le thon, vous le faites comme ça, haut en bas, droite à gauche, haut en bas. En hébreu, c'est dit shtiv ha'erev, la chaîne et la trame. Hein, quand on a un métier à tisser, il y a la chaîne et il y a la trame. On fait chaîne, trame, trame. Et c'est permis, vous avez fait votre thon mayonnaise. Et là, je vais ajouter un détail important. Pour ceux qui connaissent ça déjà, sachez que les poskim permettent, d'après tout le monde, même d'après le mahmir, de ne pas faire rencontrer le solide et le liquide, permettent de mettre la mayonnaise. Pourquoi? Parce que la mayonnaise étant un petit peu dure, elle ne pénètre pas le thon ou les œufs écrasés. Ça reste à la surface seulement, en général. Donc, il n'y a aucun mélange qui se fait. C'est qu'au moment où vous le mélangez avec la main que c'est permis. Et là, quand vous mélangez avec la main ou avec la fourchette, vous le faites avec un chinouille. Donc, le thon mayonnaise, voilà, le thon mayonnaise, le thon avec les œufs, toutes ces sauces que l'on fait, toutes ces salades que l'on fait Shabbat, eh bien, habituez-vous donc à mettre la mayonnaise et ensuite la mélanger shtiv ha'erev. Ça, c'est Belila Rabat. Donc, on a quand même des solutions. Oui, on peut avoir un produit comme ça, bien pétri. Si le mélange en question, c'est un mélange qui est Belila Raka, un mélange fluide, alors là, les chachamim sont plus méquilles ici, ils disent, dès l'instant que vous faites le mélange solide liquide, il n'y a pas besoin d'arriver à Shatadachak pour un enfant, on peut le faire dans tous les cas, seulement il faut changer l'ordre du mélange. En général, quand on mélange les deux, on met le thon et dessus on met la mayonnaise, ou on met l'huile. On met d'abord le solide sur lequel on ajoute ensuite le liquide. Alors là, on fera une différence. On mettra d'abord l'huile ou le vinaigre dans l'assiette, et ensuite on mettra la chose que l'on mélangeait, le thon, les œufs, les pommes de terre écrasées, etc., etc. Et ensuite, on fera le mélange shtiv ha'erev. Donc, disons que vous voulez faire un biberon pour bébé. Et le résultat que vous allez obtenir, avec du céréal écrasé, comme ça, de la poudre de céréales, le résultat, c'est une soupe fluide, pas liquide, mais pas solide non plus. Voyez,
D'ailleurs, si elle doit passer par la tétine du biberon, elle ne passera pas si c'est vraiment trop solide. Eh bien, dans ce cas-là, on fera donc le mélange. Comme j'ai dit, vous mettrez d'abord le liquide, ensuite le solide, la poudre. Et ensuite, vous mélangerez. C'est pas évident dans le biberon lui-même. C'est peut-être mieux de le faire dans un verre, dans un bol, et ensuite de verser dans le biberon. Ce mélange qui va errer. Donc, on peut obtenir, comme cela, un biberon pour bébé assez solide, hein, entre solide et liquide, fluide, assez solide, en faisant ce chinouille-là. Voilà donc un résumé déjà des principes de l'âge. Et peut-être qu'avant de passer à la suite, je vais vous demander de poser vos questions et ensuite on va résoudre plusieurs petits cas, comme par exemple la purée mousseline, les flocons, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, faire de la crème Nutella, etc. Ça, on le fera tout à l'heure, mais avant, je vais écouter vos questions. Allez-y. Allez, messieurs, mesdames, vos questions, j'attends. Ouais, juste, j'ai pas une question précise, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Déjà, bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Donc, Bila, ce qui est interdit Minatora, c'est la pâte épaisse. Donc, la Bila Ava, c'est ça? C'est ça. Et pour rendre moutard, donc, vous avez dit il faut avoir mis du coup le liquide sur le solide avant Shabbat. Et le mélange, il se fait avec Shtiva Erev. C'est comme ça qu'on se rend moutard, c'est ça? Voilà. Enfin, comme ça Alors, qu'on en vient à autoriser la chose. exactement. Et j'ai ajouté, ça c'est important aussi, que si vous n'avez pas pris la précaution de le mettre Erev Shabbat, le mélange, liquide, c'est celui liquide, comme le rov des poskim sont méquilim dans ça, donc on peut permettre les horaires d'un tinoc pour les besoins d'un tinoc, ou bien disons qu'il y a un grand qui douche et on n'a pas pu trop préparer. Ça veut dire, il faut savoir que le Ikar Halacha, c'est que la rencontre solide liquide, elle est permise. Pas comme la chita de Rabbi, de Rabbeinu Akadosh, vous voyez. Mais le mieux, c'est comme vous avez dit, c'est qu'on mélange le solide et le liquide avant Shabbat. Ça, c'est le mieux. D'accord, donc ça, c'est parce que c'est un issour de la Torah. Et le Blila Raka, donc là, on autorise. Les khatila, sans problème. Sans problème. La Problème. rencontre solide liquide et le mélange, toujours si tu veux un rêve. Là, on fait les deux chinouïm, les khatila sans problème. D'accord, mais donc du coup, ça veut dire que pour une Blila Ava, on ne peut pas être matière comme ça n'importe comment, juste en disant je vais permuter l'ordre que j'ai l'habitude de faire en semaine. Voilà, exactement. Les khatila, non, c'est seulement Béchatadaha couvre les besoins d'un tinoc. Exactement. Et donc du coup, alors juste comme ça, c'est quoi le critère qui Je vais quand différencie? même ajouter quelque chose, puisque vous posez Oui, la question, je vais quand même ajouter quelque chose. Pour la salade de thon, le thon mayonnaise et l'œuf mayonnaise, là, je vous ai dit que la mayonnaise, des poskim, ils disent que quand la mayonnaise, elle ne pénètre pas, donc c'est permis. Intéressant. L'idée est très simple d'ailleurs. Toute l'idée, c'est que quoi? La chita de Rabbi, c'est quoi? C'est que dès que tu mets l'eau pénètre la farine et tout ça, et ça commence déjà à se coller. Donc, c'est le début du pétrissage. Mais vous savez très bien que une bonne mayonnaise, elle flotte dessus, elle reste suspendue sur le thon, sur les œufs. Elle ne rentre pas. Donc là, c'est intéressant de savoir que même Belila Ava, j'ai le droit de faire la rencontre mayonnaise thon. Quand c'est pas, parce que c'est pas vraiment un liquide là. Voilà, c'est exactement. C'est pas un vrai liquide, elle ne rentre pas, donc on permet de le faire. Et le mélange, bien sûr, je va. Et donc du coup, alors juste comme ça, juste quelques exemples entre pour synthétiser, qu'est-ce qui est de la Blila Ava et qu'est-ce qui est de la Blila Raka. Je vous en avais cité beaucoup, hein, mais juste pour synthétiser. Bila Ava classique, hein, tous les Shabbats, tout le monde fait ça maintenant. C'est le thon mayonnaise, l'œuf mimosa, et toutes les salades qu'on achète de nos jours, hein, les khatzilim, comment dire en français les khatzilim? Je ne trouve plus les mots en français. Les aubergines, non? Voilà, on fait des courgettes, toutes ces salades que l'on fait. Et souvent, vous savez, il y a la courgette entière en petits morceaux, et puis il y a pachout, c'est du caviar, voilà, je cherche le mot, le caviar de courgette. On fait vraiment une pâte. Alors, si on doit faire cette pâte ou le caviar d'aubergine, c'est très, très fréquent de nos jours, caviar d'aubergine. Alors là, il faut vraiment faire les chinouïm parce que c'est épais, on le fait de manière épaisse, et donc il faut absolument faire Shtiva Erev. Et la Blila Raka, du coup. Et Bilaraka, alors des exemples de Bilaraka,
En général, Bilaraka, c'est quand c'est toutes les daïsas, c'est toutes les soupes que l'on fait pour les enfants, des soupes épaisses. Vous voyez, des fois, on met des flocons, des choses comme ça, des soubim, des soubim, des fibres, Des blédines. des blédines, voilà, tout ça, blédines, etc. La daïsa, c'est la blédine, c'est exactement ça. Ça, c'est entre les deux. Vous voyez, la soupe de légumes, et dans la soupe de légumes, il y a des mamans qui veulent l'épaissir, la soupe de légumes, et ils ajoutent des céréales écrasées. Tout ça, ils l'épaississent. Mais ça reste quand même fluide, vous voyez, ça, c'est pas solide, vraiment. D'accord, c'est très clair. C'est clair? Voilà. Ouais, très bien. Alors, juste, s'il y a d'autres questions sur ça, c'est bon? Alors, il y a une halakha qu'il faut bien connaître, qui embrouille un petit peu. L'Agma nous apporte un cas qui s'appelle Zera Pishtan. Zera Pishtan. Zera Pishtan, ça veut dire c'est des graines de lin, tout simplement. Acheter du lin, avec le lin, on fait plein de choses. Hein. On fait des soupes, on fait des vêtements. Beaucoup de choses on fait avec le lin. Eh bien, le lin, si on prend des graines de lin, on les met dans un liquide, eh bien, elles vont, je ne sais pas si c'est le bon mot, elles vont fermenter. Elles vont se décomposer et ça va faire une pâte tout seul. Tout seul. La nature, elle est ainsi faite que le lin mis dans un liquide, eh ben ça fait une espèce de pâte. Il y en a qui ensuite la sucrent et tout, ils la mangent. Ça veut dire qu'il y a un cas que la Gemara nous rapporte et qui est bien sûr amené dans le Shulchan Aruch, que lorsque la pâte en question, elle se fait d'elle-même toute seule, il y a besoin il n'y a pas du tout besoin de pétrir. Vous voyez, c'est un pétrissage, auto-pétrissage, c'est tout seul comme ça. Là, il n'y a pas de éther. C'est interdit. Et ça répond à une question que beaucoup demandent. Je connais des familles où pendant longtemps, ils ont fait la purée mousseline. Tellement pratique, les enfants ils aiment bien ça. On prend les flocons, on met de l'eau, on mélange un petit peu, nigma, on a un bon repas, très bon pour les enfants, avec un peu de beurre et tout, de fromage, c'est très bon. Sachez que la purée mousseline est complètement interdite Shabbat. Complètement interdite. Pourquoi? Parce qu'elle est assimilée à ce fameux Zerapishtan. J'ai vu d'ailleurs qu'on a la même chose aussi avec certains céréales. Il y a certains céréales que, en hébreu, c'est chez le daïsa, il y a des daïsot, c'est-à-dire comme vous avez dit, la blédine comme ça, en Eretz. J'en ai pas vu en France, il paraît que ça existe en Eretz. Vous mettez de poudre comme ça, vous ajoutez de l'eau et puis ça fait une pâte. Les enfants, ils aiment ça. Ça, comme la pâte, elle se fait d'elle-même, c'est pas cher de dire je vais faire un shtiva erev, de faire un chinois, pas de chinois. C'est comme ça qu'elle se fait toute seule. Ça, c'est interdit. Et ça, c'est bien embêtant, Béhémet, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la purée mousseline pendant Shabbat. C'est très intéressant qu'on aurait le droit. On aurait le droit de prendre des pommes de terre cuites, hein, de les écraser. Et nous, on a dit qu'on a le droit de les écraser, si vous vous rappelez, étant donné que c'est guidou les carcas, il y a un issour d'écraser, de moudre, d'écraser, c'est interdit. Mais ça fait partie des mlachot que si on les fait avec un chinouille, c'est permis. Donc, on écrase avec le manche de la fourchette, et on a donc comme ça de la patate écrasée. Eh bien, une fois qu'elle est écrasée comme ça, avec les térimes qu'on a donné avant, il y aurait une possibilité, si le bébé il a besoin d'être sur un tinoc, d'ajouter du lait ou un liquide quelconque, et puis de faire le mélange qui va rêver et d'obtenir comme ça une purée, la vraie purée, comme on dit. Hein, la vraie purée, quand on a un traiteur, il vous dit toujours, le traiteur, attention, c'est de la vraie purée. C'est pas c'est pas des flocons. La vraie purée, c'est la vraie pomme de terre écrasée avec des ingrédients. Ça s'appelle la vraie purée, quoi. Ça, c'est permis. Donc, on pourrait obtenir de la vraie purée pendant Shabbat, mais de la purée mousseline, on ne pourra pas parce qu'elle se fait d'elle-même. Alors, vous allez me dire que non, il faut quand même un peu remuer, mais le fait de remuer, c'est pour qu'elle soit plus onctueuse, c'est meilleur. Mais émettre, la purée se fait d'elle-même. Faites expérience, vous allez voir. Bon, il restera peut-être un petit peu de grumeaux, des choses comme ça, mais c'est évident qu'elle se fait d'elle-même, donc c'est interdit. Pour rebondir sur les exemples que vous demandez, un cas que c'était très, très à la mode, un peu moins maintenant, c'est très à la mode il y a quelques années, les enfants, ils adoraient prendre du chocolat en poudre, ils ajoutaient quelques gouttes de lait et ils faisaient comme ça le chocolat Nutella. Et ensuite, ils étalaient ça sur
ou bien sur des tranches de pain, de gâteau, ou bien carrément ils ajoutaient de l'eau bouillante et ça faisait du café avec comme ça une espèce de blanc dessus. Hein, de blanc dessus, ça fait comme un espresso. Et ben, c'est complètement interdit, bien que le but, c'est que finalement, il va devenir liquide, puisqu'on va ajouter ensuite du liquide. Mais entre-temps, avant qu'il devienne liquide, ce chocolat comme ça a été une pâte qu'on peut utiliser si on a mis du sucre, on peut utiliser. Et donc ça, c'est complètement interdit. Je vais apporter des cas que j'ai compulsé un petit peu dans les post-kim. Les post-kim disent la chose suivante. C'est une question que je m'étais longtemps demandé. D'après ce qu'on est en train de dire, si on prend du fromage blanc, on ajoute du sucre. On ajoute du sucre. Et qu'on mélange tout ça, est-ce qu'on va dire que finalement on a pétri le sucre avec le fromage blanc, ou avec du leben, vous savez, le leben, comme c'est interdit de pétrir de la farine avec de l'eau? Les poskim disent que non, qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on a pris de la farine et qu'on a fait une pâte. Le sucre était en poudre, et finalement, quand on a tout mélangé, les petits grains de sucre ils sont retrouvés un petit peu dispersés dans le fromage blanc pour lui donner un goût sucré. C'est tout. On ne peut pas dire qu'il y avait du fromage blanc qui est assimilé à un liquide, il y a le sucre qui est assimilé à un solide, et on obtient une troisième métiout qui serait la pâte, c'est le mélange des deux. C'est pas ça. C'est le fromage blanc, il reste fromage blanc. Il a gardé une structure, seulement il est peut-être un peu plus onctueux parce qu'on l'a remué avec le sucre, donc c'est permis. Par contre, alors écoutez bien cette halakha-là, il y a toute une discussion dans les poskim, marloquette, divergence d'opinion, pas fromage-sucre, mais deux pâtes indépendantes. A-t-on le droit de mélanger deux produits qui sont déjà des pâtes, des pâtes, et puis je mélange ces deux pâtes et j'en fais une troisième? Exemple, j'ai du fromage blanc, j'ai de la confiture, de la riba. J'ai du fromage blanc en Amérique, c'est très très à la mode, j'ai vécu au Canada, j'ai connu ça. Peanut butter, beurre de cacahuète. Ils prennent une grosse cuillère de beurre de cacahuète, qui est déjà une pâte qui est déjà faite, on l'achète comme ça. Dans du fromage blanc, qui est déjà une pâte, ça a été déjà travaillé, etc. On mélange et ça fait une troisième métiout. C'est une autre pâte, c'est une nouvelle pâte. C'est pas tout à fait, c'est ni le beurre de cacahuète d'origine, ni le fromage d'origine, c'est une troisième. Alors sachez que c'est des cas intermédiaires, les cas non mefourachim dans la Gemara. Donc les poskim de notre génération se sont penchés sur la question, et j'ai vu qu'il y avait une grosse marloquette sur cela. Je me suis toujours passé de le faire. Rav Auerbach interdit, pour vous donner des noms, et Rav Moshe Feinstein permet. Bon, il y a d'autres qui interdisent, d'autres qui permettent. Bon. Donc si on peut peut-être éviter, c'est mieux d'éviter. Si les enfants ils aiment ça, on va leur donner du fromage blanc sucré, du peanut butter tout seul, mais mélanger et le fromage blanc et le peanut butter ensemble, c'est à éviter, parce qu'il y a une marloquette. Et encore un point intéressant, c'est que quand vous avez une pâte qui est déjà faite, disons une mayonnaise, et elle est trop épaisse, vous voudriez ajouter de l'huile et la rebattre un peu. Sachez que c'est peut-être étonnant, mais c'est permis. Pourquoi? Parce que si on réfléchit bien, on obtient le résultat inverse de la mlacha de l'âche. L'âche, c'est liquide solide et faire une pâte qui est épaisse. Là, c'est le contraire. La pâte, elle est déjà faite et je la liquéfie. Donc, le fait de liquéfier, c'est le résultat inverse de l'âche et donc c'est permis, cette chose-là. Bon, je ne sais pas si on fait beaucoup ça, mais j'ai déjà vu faire ça. J'ai vu une personne qui dit, oh là là, elle est trop épaisse, cette mayonnaise, elle est vraiment dure. Et il a ajouté même un peu de liquide, un peu d'eau, et un peu de sel, un peu d'eau, il a rajouté, il a liquéfié. Il a préféré davantage liquéfier. C'est toujours de la mayonnaise, attention, c'est pas une sauce. Ça restait toujours la mayonnaise, mais beaucoup plus liquéfié, ça a été mieux. Voilà. Et toujours dans la direction de la purée de mousseline, je sais qu'il existe des flocons de purée.
On achète des flocons comme ça de céréales. Et quand on mélange ces flocons de céréales, ça ressemble, c'est entre des flocons et de la farine, comme ça. Vous ajoutez de l'eau, il y a une purée qui sort d'elle-même. Ça aussi, ça rentre dans l'interdiction de la purée muesli. Voilà. Et si on met de la confiture dans... La confiture, excusez-moi de vous interrompre. La confiture dans le fromage blanc. Bon, et c'est exactement pareil, c'est la même marloquette. C'est interdit? C'est interdit aussi. Je n'ai pas dit que c'est interdit, j'ai dit que c'est marloquette entre le Rav Auerbach et le Rav Sheppenstein. Alors, c'est toujours difficile de prendre position quand c'est des très grands poskim, mais surtout qu'on comprend parfaitement la svara de chacun. La svara des Mikilim, il dit, je comprends très bien, Moshe, il dit, de toute façon, les pâtes, elles sont là. C'est un petit peu comme si vous avez une pâte à pain qui est déjà faite avant le Shabbat, comme ça, et une autre pâte. On a le droit de les mélanger et puis de les repétrir. Elles sont déjà pétries, on ne fait rien. Si vous avez quelque chose qui est comme du pain, quelqu'un a envie du pain cuit déjà, de la mie de pain, il commence à la pétrir. On l'a malo, c'est déjà pétri, je ne fais rien. Alors, on peut bien admettre que finalement les pâtes sont là, donc on peut les mélanger. Bon, mais j'ai vu que quand même, Rav Auerbach, il a estimé que le résultat obtenu, c'est quand même une nouvelle pâte, puisque ça vient de deux pâtes différentes qui ont des goûts différents. Je ne parle pas tant font la même. Si vous avez deux confitures, par exemple, de goûts différents, et vous allez mélanger, ça c'est permis. Et si vous avez deux fromages, un fromage blanc un peu épais, un qui est un peu moins épais, ou bien du levain, par exemple. Du levain, c'est une espèce de yaourt, comme ça, c'est entre le yaourt et le lait. Eh bien, vous voulez le mélanger avec. C'est assez solide quand même. Vous le mangez avec du fromage blanc, bon, la malo, c'est la même espèce, c'est la même chose. Mais quand c'est deux pâtes différentes, de goûts différents, d'origine différente, sur ce, il y a cette marloquette-là. Allez, continuez avec vos questions. Merci beaucoup. Rav, s'il vous plaît, est-ce que vous avez répondu de mettre de l'eau sur des biscuits? Parce que mon Internet, il a sauté pendant quelques minutes et je n'étais plus là. Écoutez, mettre dedans les biscuits, si c'est de l'eau chaude, ce n'est pas votre question, mais je l'élargis. Mettre de l'eau chaude dans un biscuit, et j'ai eu l'occasion de vous dire que si l'eau chaude, c'est de l'eau chaude, même de Kélicheni, on n'a pas le droit de mettre sur un biscuit à cause de bichoun. On va voir ensuite pour l'âche. Pourquoi? Parce que nous tenons, le Rama, le Morzaken tiennent que yesh bichoul acharafia. Il y a l'interdiction de cuire un produit qui a déjà été cuit au four, à fouille. Bon, les biscuits ont été cuits au four. Donc, si je le mets dans le Keli Rishon, je les cuis à l'eau après. Ça, c'est interdit. Maintenant, les poskim disent que même dans Keli Sheni, c'est interdit, bien qu'on tient que Keli Sheni est nommé Vachel, c'est parce que ces biscuits, ce pain, etc., ces croûtons de pain, ils sont assimilés à Kalé à Bichou. Ils sont faciles. Ils ont déjà été cuits au four, donc ils sont faciles à cuire à l'eau. Donc, on ne met pas dans Keli Sheni. J'ai eu l'occasion de vous le dire. C'est à cause de ça que si vous avez fait un café ou un thé dans Keli Sheni pendant Shabbat, on n'a pas le droit de tremper un gâteau dedans. Bon, en général, l'immense majorité des gens, ils font dans Keli Shlishi. Dans Keli Shlishi, c'est permis. Donc voilà, donc l'interdiction d'ajouter de l'eau dans les biscuits à chaud, ça dépend si c'est plus froid que Keli Sheni. À part des Keli Shlishi, c'est le même moutarde. Maintenant, si vous demandez, est-ce qu'il y a un problème de lâche, alors vous savez très bien que de manière générale, même quand on trempe un biscuit ou on met de l'eau dans un biscuit, le but recherché n'est jamais d'obtenir une pâte. À moins, quelqu'un tout à fait exceptionnel, il a son bol de lait et il va ajouter, on peut trouver plein de biscuits parce qu'il veut faire une pâte avec ce biscuit. Ça, c'est problématique. Enfin, c'est éminemment rare. Si maintenant Stam ajouter de l'eau et on va dire que l'eau va se mélanger, ça va faire une espèce de petite pâte, on n'a aucune kavana de faire une petite pâte, donc ce n'est pas du tout un guéder, pas, ça ne rentre pas du tout dans le statut de lâche dans ces cas-là. Au même titre d'ailleurs, c'est la même idée d'ailleurs, je pense que c'était la kavana de votre question, il arrive parfois qu'on met des petits morceaux de céréales dans du lait, dans du thé, on aime bien ça, puis on mange comme ça céréales, puis on boit le thé. Il arrive parfois qu'on en met beaucoup et ça fait une espèce de pâte à l'intérieur. Alors aussi, ça va dépendre, parce qu'il me dit ça va dépendre
de la kavana de celui qui fait. Si maintenant, il n'y a aucune kavana de faire une pâte, au contraire d'ailleurs, en général, ça gêne. Ça gêne, on ne veut pas faire une pâte, on veut manger ces petits céréales, des petits morceaux comme ça, on veut les manger à la cuillère dans le liquide. Mais si une personne l'aimait et il aime bien ça, et au contraire, il mélange de manière que tous ces petits morceaux-là, ils se collent et fassent une pâte, ça, c'est oui, c'est problématique. Donc, pour répondre à votre question, mettre de l'eau dans un biscuit, dans des pages toutes, c'est moutard. Bon, sauf si vraiment une personne veut faire une pâte avec ce biscuit. Je vous ai répondu, madame? C'est ce que vous cherchiez? Allô? Allô, allô? Pas de réponse? En tout cas, vous avez bien entendu, hein, Rav Zerbib. Il y a peut-être l'Internet de madame. Oui, merci. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec mon Internet, mais c'est bon, j'ai tout entendu. Merci beaucoup, Rav. Vous n'avez pas entendu. C'est ce que vous cherchez, c'est ça que vous cherchez, oui? C'est un problème de l'âge? Voilà. Merci beaucoup, Rav. J'ai bien tout entendu. C'était juste pour répondre. J'ai eu une petite difficulté à répondre. Merci. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Maintenant, si vous trouvez des nouveaux cas, vous voyez, le cas que je vous ai apporté, le mélange du fromage blanc avec la confiture avec une riva ou avec du peanut butter et tout, vous voyez, on a des cas parfois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Marc Loquette, Harry Orbach et Moshe Feinstein, c'est vraiment les sommités mondiales qui peuvent être en main. Dès l'instant qu'on sort des choses claires de la Gemara Shulchan Aruch, on voit qu'il y a svara mikan ou mikan. Il y a une logique comme ça, une logique comme ça. Donc, chacun fera selon ses habitudes, ou alors vous demandez à votre Rab Mouvak, vous demandez ce qu'il pense. Là, je ne vous cache pas que j'ai du mal à prendre position entre les deux. Donc, quand j'ai du mal à prendre position, dans le Safek, j'éviterai de le faire. J'éviterai de le faire, donc de prendre du fromage blanc et de mélanger avec de la confiture, chose que les enfants, dans la semaine, on aime bien faire, on aime ça, plutôt que de sucrer le fromage blanc avec du sucre, le sucre avec un petit peu de confiture, c'est quelque chose qui se fait, c'est la très bonne confiture. Et quand on a du beurre de cacao, on n'en passe souvent en France, mais des fois on en reçoit, eh bien les enfants ils aiment ça, le beurre de cacao, pas de cacao, de cacahuète, peanut butter avec du fromage blanc, les enfants aiment ça, on leur fait. Excusez-moi. Comment vous expliquez qu'il y en a qui permettent de faire du Vitabix Shabbat? Le Vitabix, vous connaissez, c'est comme des galettes de céréales et on les met dans le lait. Et oui, j'ai déjà réfléchi à la question, madame. Je pense que la réponse, c'est que, peut-être que je connais, peut-être qu'il y a un dérer qui est un peu différent. Lorsqu'on met le Vitamix dans un liquide, le but de ceux qui le met, c'est de profiter du Vitamix mouillé, mais on n'a aucune kavana d'obtenir un troisième metsiout, quelque chose qui est ni le lait, le liquide, ni le Vitamix cru. C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle pâte. En général, ce n'est pas ça la kavana. On met ça dans le lait parce que le lait, il mouille le Vitamix et ça donne donc un nouveau goût. Mais on n'est pas intéressé par le fait de faire une pâte. C'est ça l'essentiel de la svara des Mekinim dans ça. Et je trouve ça très, très logique. Maintenant, si vous voyez une personne qui écrase le Vitamix, tout ce qui cherche, c'est à faire une pâte, alors là, c'est problématique. Mais sinon, il n'y a pas de kavana de lâche dans le Vitamix, tel que je connais, tel que je vois les enfants, quand je les vois manger. Au contraire, je vais dire le contraire, madame. Je vois que les enfants, ce qui reste au fond du bol après, ça fait une pâte, ça ne les intéresse plus. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, Khazak. Ils ne veulent pas de cette chose-là, exactement. Et Rav, excusez-moi, la dernière question. Moi, je connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était la daïsa, mais maintenant c'est très moderne. Tous les parents jeunes, ils font la daïsa. Alors, j'ai voulu faire une expérience en dehors de Shabbat. Quand je mets ces petits flocons avec de l'eau, les flocons, ils ne s'écrasent jamais. C'est-à-dire, à chaque fois, même si vous étalez un maximum cette purée, à chaque fois, vous reconnaissez les petits grains. Alors ça, est-ce que ça donne une permission de l'Echatrila de faire cette daïsa? Vous avez compris ma question? Je pense avoir compris. Madame, vous les reconnaissez, mais ma question est la suivante. Certes, vous les reconnaissez, mais est-ce qu'une fois qu'elle est mélangée avec de l'eau, ça fait une pâte? Oui. Voilà. Alors, ça, c'est marqué clair dans les poskim. Les poskim, ils disent, quand on met comme ça de la mayonnaise ou un liquide dans des petits légumes, alors on pourrait penser que comme on reconnaît chaque légume, donc c'est pas vraiment lâche.
à l'image d'être l'âge de la farine, qu'on ne voit plus la farine, plus les grains de blé, on ne les voit plus. On voit une nouvelle métioute. Mais là, les poskim ils disent que finalement, le liquide a fait que ces petits grains-là, ils font une nouvelle métioute, c'est une nouvelle chose. Certes, on est d'accord, ce n'est pas de la farine, donc à la limite, on pourrait les séparer. Et je vais vous apporter une preuve de ça, madame. Tous les poskim sont d'accord que pour les œufs mimosa et pour le thon, il y a le problème de lâche. Or, vous êtes d'accord que dans le thon, c'est vrai qu'on peut faire du thon qui est passé au 1, 2, 3, qui est devenu vraiment, vraiment complètement comme de la farine, mais en général, les petits morceaux de thon, on les reconnaît. Oui. Il y a quand même, voilà. Et quand même, il y a le problème de lâche. Ah, d'accord. Vous voyez, donc c'est en égalisant les deux choses, on voit que le fait qu'on les reconnaît n'enlève pas l'interdiction de lâche. Ah, merci beaucoup. Et une dernière question. Une dernière question et c'est tout. Alors, pour Tochen, vous avez dit qu'il ne faut pas faire des tout petits morceaux, mais est-ce qu'on pourrait faire des tout petits morceaux si on prend le manche de la cuillère? Je l'ai dit, madame, tout à l'heure, oui. Oui, parce que votre Internet s'était coupé. Oui, je l'ai dit que si on écrase avec un chinouille qui est prendre le manche de la cuillère, même si on obtient quelque chose de tout à fait écrasé, c'est permis. Et même que c'est guidou les carcas, par exemple de l'avocat, on a le droit parfaitement. Ah, d'accord, merci. Voilà. C'est un gros morceau, ce qu'on a parlé là, en gros morceau, si on veut le faire sans chinouille, avec les dents de la fourchette ou avec un couteau. Alors là, il faut faire des gros morceaux, on va dire en général, on dit de l'épaisseur d'un doigt. Mais si on le fait avec un chinouille, c'est bizarre, c'est comme ça, si c'est un issour, on devrait… Non, avec un chinouille, la Torah le permet. Ah, merci beaucoup. Autre question, messieurs, allez-y, posez vos questions. Bon, alors on va conclure et je reviens toujours sur ce que vous voyez que c'est des petits détails, mais quand j'étudie une halakha, j'ai toujours cette idée que Hachem est immense, immense. Et tellement immense, on demande comment il peut descendre dans des choses tellement triviales, des petits morceaux de thon, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Mais là, je vous dis, là où tu vois sa grandeur, Ata Roé Anbatamuto, sa modestie, si on peut dire comme ça d'Hachem. Comme de toute façon, on parle de l'infini, franchement. Par rapport à l'infini, parler de petits morceaux de Daïsa ou parler des grands principes philosophiques, c'est exactement pareil pour l'infini. Hein, ceux qui jonglent un peu avec l'infini. Et donc Hachem, il a décidé que ces petites choses-là, c'est comme ça que le peuple juif, il est peuple juif, depuis Doré Doroth. Et je vois à quel point, j'ose le dire, il y a des fois un chiour très puissant de philosophie, de Chassidut, et je vois que les gens, ils écoutent sans mettre toute leur attention. Et dès l'instant qu'on arrive à des choses triviales comme cela, ça passionne tout le monde. Pourquoi? Je vais vous dire tout ça parce que ça parle à la Neshama. La Neshama, c'est ce que le Ratson de Dieu il veut. Alors pourquoi le Ratson de Dieu il veut des choses comme ça? Je ne sais pas. C'est Anil Oder. Mais je sais qu'il veut. Et je constate que, en particulier les dames, hein, que Dieu les bénisse, elles adorent les halachot. Ça fait je ne sais combien d'années que j'enseigne avec les halachot. Elles se marient, elles ont des enfants. Parce que c'est leur vie, parce que c'est leur quotidien. Donc, vous avez tous les brachot de continuer comme ça. Et plus vous êtes peut-être des quêtes dans les mitzvot, et plus il y aura la bracha à la maison, avec l'époux, avec les enfants, et jusqu'à très bientôt, l'arrivée de Mashiach, cette année, Amen. Voilà, messieurs, dames, continuez comme ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le shiur, un petit message, vous connaissez tous mon numéro, un petit message, je réponds, il n'y a aucun problème, ou d'autres questions, et on gardera le contact comme cela. Allez, bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine. Kotou.